Donc, merci pour l'instant, Olivier, mais tu seras avec nous, donc on reviendra vers toi après. Donc, maintenant, on a avec nous Monsieur Pierre Lorotourou. Désolé pour ma prononciation, parce que je suis italienne et toute cette R française me met en grande difficulté. C'est facile, c'est plus. En français, c'est compliqué. Vous êtes pardonné. Mais c'est l'Europe, c'est compliqué aussi. Donc, qui fait partie du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates du Parlement européen. Bienvenue chez Jean Monnet. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Désolé, Olivier, si je vous ai coupé la parole, j'en suis confus. Et je suis confus de ne pas pouvoir être physiquement avec vous dans la maison de Jean Monnet. J'espérais passer la journée avec vous et puis j'ai un agenda trop chargé. Donc, je ne pourrai pas participer à tous les débats et je ne pourrai pas visiter la maison de Jean Monnet alors que j'ai une admiration très, très grande pour ce monsieur. Encore hier, je parlais avec mon équipe du Jean Monnet du 16 juin 1940, quand il a convaincu Churchill de fusionner les parlements, fusionner les armées, fusionner les deux pays. Le talent de Jean Monnet était impressionnant quand il raconte ça dans ses mémoires, ce qui s'est passé le 16 juin 40 et comment ça s'est joué à quelques heures qu'ils arrivent à Bordeaux assez tôt pour peut-être convaincre le gouvernement français. Ou le Jean Monnet qui a convaincu Schuman et Adenauer le 9 mai 40. Je pense qu'on devrait tous apprendre, avant même les fables de La Fontaine, on devrait tous apprendre les œuvres de Jean Monnet, peut-être pas complètes, ou la déclaration de Schuman. La paix mondiale ne saurait être préservée ou ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Et je pense que ce que disait Schuman le 9 mai 40, grâce à l'inspiration et avec le travail de Jean Monnet, reste vrai aujourd'hui. Je pense que le monde va vers le chaos. Je vais essayer d'expliquer pourquoi et je pense qu'il y a besoin d'un effort créateur, que l'effort créateur que Schuman et Adenauer ont été capables de faire avec une action limitée mais décisive. Vous vous souvenez, on connaît tous la déclaration de Schuman, une action limitée mais décisive. C'est juste le charbon et l'acier, mais ça va tout changer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi besoin de donner à l'Europe un nouveau souffle avec des actions limitées mais décisives. Donc, vraiment désolé de ne pas être avec vous, alors j'aurais été très heureux d'être physiquement, de passer la journée, de pouvoir parler de façon informelle avec chacune et chacun. Mais la période est un peu compliquée. Je suis député européen et rapporteur général du budget. On a des négociations importantes cette semaine. On doit conclure le prochain budget et puis trouver de l'argent pour l'Afghanistan, trouver de l'argent pour les réfugiés syriens en Turquie, trouver de l'argent pour des vaccins. Et puis en France, j'essaie de construire une alternative, en particulier pour porter un projet européen, et y compris les week-ends sont bien remplis. Donc voilà, pourquoi est-ce que, je ne sais pas combien de temps j'ai, d'ailleurs, je suis assez bavard, je ne suis pas italien, mais même comme basque, je peux être assez bavard. Donc vous me donnez combien de temps pour... Vous donnez combien de temps? Un quart d'heure, ça va? Ah, c'est très bien, c'est très très bien. Et vous me dites si je parle trop vite, parce que même pour des Français, l'autre jour, ils m'ont ralenti sur RTL, même pour des Français, je parle trop vite. Et donc, n'hésitez pas à me dire que... Vite. Donc, je vais essayer de ralentir. Je vais essayer de ralentir. Mais je voudrais laisser la place au dialogue. Donc, quand je disais la paix mondiale, je reprenais les mots de Schuman. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Je crois qu'il faut qu'on comprenne vraiment que la paix mondiale est menacée et que de notre vivant, on peut connaître le chaos pour au moins 2 ou 3 raisons. Premièrement, évidemment, la question du climat. On a tous vu qu'il y a un sommet à Glasgow en ce moment et que tout le monde dit que les efforts sont marginaux par rapport à toutes les grandes déclarations du sommet de Paris, de l'accord de Paris. Hélas, les progrès, je ne dis pas qu'ils sont nuls, mais ils ne sont pas du tout à la hauteur. Et si le GIEC, si les climatologues ont eu le prix Nobel de la paix, mes amis Jean Jouzel et les autres climatologues n'ont pas eu le prix Nobel de physique ou de chimie, alors qu'ils mesurent du CO2, ils mesurent du méthane, ils ont eu le prix Nobel de la paix. C'est bien parce que si on laisse le dérèglement climatique continuer, on va vers le chaos, on va faire des conflits majeurs dans plein de zones du monde. Juste comme économiste, j'essaye d'argumenter au Parlement européen. J'ai rassemblé 70% des députés il y a un an autour du rapport que je faisais voter pour le financement du Green Deal. Et cette courbe, je m'en souviendrai toujours parce qu'une fois, j'ai rencontré un très très proche d'Angela Merkel qui m'a dit qu'il n'avait que 20 minutes pour me recevoir. Je l'ai remercié pour ces 20 minutes, mais finalement, il m'a gardé 1h30. Et à la fin, il avait le conseiller Europe de Merkel pour qu'il me reçoive aussi. Et c'est avec ce genre de courbe que je l'ai, je crois, un peu intéressé, qu'il a multiplié par 6 mon temps de parole. Je n'obtiendrai peut-être pas aujourd'hui, mais il avait 20 minutes, il m'a gardé 1h30. Première courbe, c'est le nombre d'événements. Je tente d'obtenir un peu de rap déjà. Première courbe, c'est le nombre d'événements climatiques extrêmes qui ont des conséquences financières.
C'est une courbe qui vient des sociétés d'assurance depuis 1990, 1990, comme on dit à Bruxelles. On voit que le nombre d'événements climatiques qui ont des conséquences financières a déjà été multiplié par 2,5. Quand il y a des millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau parce qu'il y a des inondations, quand il y a des Français ou des Grecs qui perdent tout dans des feux de forêt, les sociétés d'assurance sont elles-mêmes réassurées pour ne pas faire faillite. Et donc, voilà, les gros dossiers, les grandes catastrophes arrivent sur les bureaux des sociétés de réassurance. Vous voyez, cette courbe, elle est assez impressionnante et elle ne concerne que les pays du Nord. Parce que quand il y a 1000 morts dans le cyclone Idai en Afrique, c'est des millions de gens qui sont dévastés, mais ils ne sont pas assurés. Donc, la souffrance dans beaucoup de pays du Sud ne vient pas s'ajouter dans cette courbe alors qu'elle est réelle. Donc, voilà l'évolution du problème, une des façons de mesurer le problème climatique depuis 30 ans. Une autre façon de dire la gravité du problème climatique et comment il menace la paix humaine, c'est de dire que contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de gens avaient voté pour le Green Deal au niveau européen, avaient applaudi Mme von der Leyen il y a 2 ans et demi quand elle avait dit que le climat était une priorité, mais ils le remettent en cause aujourd'hui en disant avec le virus, on a peut-être d'autres priorités, avec le virus, l'économie a été à l'arrêt, et au moins, il y a une bonne chose avec le virus, c'est que le CO2, les émissions de CO2 ont diminué. C'est faux, ou en tout cas, ça n'est que partiellement vrai. C'est-à-dire que le CO2 qui vient de nos usines et de nos camions a baissé dans toute l'Europe et dans tous les pays à peu près l'an dernier de moins 8%. Mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur. Souvenez-vous, les feux de forêt en Australie, 440 morts. 440 morts dans les feux de forêt en Australie. Ou ça, c'est les feux de forêt en Californie. Cette courbe, elle est assez impressionnante. Elle montre les surfaces qui ont brûlé en Californie depuis 1930. Les États-Unis, ils aiment bien la forêt. À chaque fois qu'il y a un feu de forêt, d'abord, ils essayent de l'éteindre. Et après ça, ils mesurent la surface qui a brûlé. Et vous voyez que la seule année 2020 représente un tiers des surfaces qui ont brûlé depuis 90 ans. Voilà. Donc, le CO2 qui vient de l'économie a diminué, mais le monstre est en train d'échapper à ses créateurs. Le monstre, le dérèglement climatique, est en train d'échapper à ses créateurs, le modèle économique qui produit le CO2. Et même quand l'économie est à l'arrêt à cause du virus, les feux de forêt ont pris une telle ampleur que le CO2 continue à augmenter, hélas. Le CO2 est mesuré tous les jours à Mauna Loa, à 3000 mètres d'altitude par des scientifiques américains. Il n'y a eu aucune accalmie sur l'évolution du CO2 global. Il a augmenté de 2,6 ppm en un an, 3 fois le niveau d'évolution annuelle des années 60 ou 70 quand on a commencé à mesurer le CO2. Autre élément de diagnostic pour dire qu'il faut une mesure limitée mais décisive, qu'il faut un changement radical et que ça devrait réellement être le projet de l'Europe et pas seulement dans le blabla, dans les discours, c'est que pour le moment, on n'a quasiment fait aucun effort, on n'a quasiment fait aucun progrès. Évidemment, chacun de nous, dans sa vie personnelle, essaye de faire des choses. Dans chaque collectivité, dans chaque entreprise, on fait des choses. Mais avant d'être député, j'étais membre du Haut Conseil pour le climat. Emmanuel Macron avait créé le Haut Conseil pour le climat. Et la première chose qu'on avait faite, c'était le bilan carbone de la France. On peut se réjouir en disant que le bilan du CO2 émis sur le territoire national a baissé de 25% depuis 30 ans. C'est vrai que le CO2 qui vient de notre territoire a baissé. Mais si on tient compte des produits qui arrivent de Chine et du reste du monde, le bilan complet du CO2, y compris les importations de notre pays, de la France, mais c'est pareil pour l'Italie, l'Allemagne, et là, la France n'est pas une exception, le bilan, en fait, malgré nos efforts, on n'a quasiment fait aucun progrès dans le bilan complet. Et une partie de la baisse du CO2 sur le territoire national ou sur le territoire européen vient du fait qu'on a envoyé en Chine les usines les plus polluantes. Si on ne fait rien, je finirai là-dessus sur le diagnostic. Météo France nous annonce des pics de canicule dans 30 ans à 54, 55 degrés. Inutile de dire les problèmes qu'on aura sur le continent européen. Quand des canicules à 53 ou 54 degrés, ça fait de gros dégâts. Et en Afrique, le continent voisin et ami, en principe, le continent le plus proche, quand la Banque mondiale annonce 150 millions de réfugiés climatiques, 150 millions de réfugiés d'hommes et de femmes qui devront bouger d'ici 2050, ils auront le choix entre mourir sur place ou bouger. Il y en a 90 millions qui devront quitter leur pays alors qu'ils sont nés d'un pays d'Afrique. C'est une des raisons pour lesquelles l'Europe est la première concernée. Jean-Pierre Raffarin avait fait un très beau discours sur la responsabilité commune mais différenciée des pays européens par rapport au reste du monde. L'Europe, si on fait le bilan depuis 2 siècles, il ne s'agit pas de se flageller, juste voir la vérité. Si on fait le bilan depuis 2 siècles, nous sommes numéro 1 pour les émissions de CO2. Le stock, le volume total de CO2 depuis 2 siècles, c'est l'Europe qui est le premier émetteur. C'est plus vrai aujourd'hui, en 2021, mais le stock qui a qui a provoqué le dérèglement climatique, l'Europe est plutôt protégée, tandis que l'Afrique a émis très très peu de CO2 depuis 2 siècles, mais que les conséquences sont déjà beaucoup plus graves en Afrique. Tout ça devrait nous pousser à effectivement
Il y a 3 ans, Angela Merkel avait proposé un plan Marshall pour l'Afrique. Tout le monde avait applaudi, mais pour le moment, ça reste tout à fait marginal. Et dans ce plan Marshall, il faut avoir une dimension climat, emploi et biodiversité très importante. Donc, pour gagner la partie, je ne vais pas être trop long, mais le rapport qu'on a voté il y a 1 an, ça c'est le résumé, le Parlement européen dit l'urgence du problème climatique, dit que ça devrait être que le Green Deal, le projet devrait être pas juste un sujet de discussion et de conférence, mais une action réelle qui peut créer des millions d'emplois si on se donne les moyens d'isoler les bâtiments publics et privés, de faire des transports en commun, de changer les modèles d'agriculture, de développer les renouvelables. On peut créer 5 millions, au moins 5 millions d'emplois sur tous nos territoires. Et ça bouge partout, les mentalités évoluent. Mon ami au gouvernement polonais, j'ai peu d'amis, mais le ministre du Climat m'explique comment il y a 4 ou 5 ans, tout le monde se foutait du climat en Pologne et qu'aujourd'hui, quand il y a 3 canicules de suite, on voit un paysan polonais à la télé qui a les larmes aux yeux parce qu'il n'a plus de foin, il n'a plus d'herbe pour les vaches et qui va tuer une partie de ses vaches. Donc, y compris en Pologne, y compris dans des pays où la question du climat n'intéressait pas grand monde, aujourd'hui, les gens comprennent qu'effectivement, il y a un problème climatique. Et la question est de savoir, en Pologne, comme en France, comme en Italie ou comme au Danemark, comment est-ce qu'on trouve les moyens pour isoler les maisons, faire des transports en commun et faire des politiques d'adaptation. Quand le niveau de l'eau monte, aux Pays-Bas, la question est de savoir comment on évite que l'océan envahisse 40% des terres habitées. Et donc, il y a besoin de limiter le CO2, mais aussi de politiques d'adaptation. Et tout ça coûte de l'argent. Donc, le rapport voté par le Parlement il y a 1 an rappelle qu'il faut 600 milliards chaque année, 600 milliards d'euros pour faire face à ces 2 défis, limiter le dérèglement climatique et les politiques d'adaptation. 600 milliards, c'est les chiffres de la Commission européenne quand le scénario était d'une réduction de seulement 40% du CO2. Maintenant que l'objectif est de moins 50 ou moins 55%, il faudrait revoir à la baisse. Mais déjà, le chiffre était, on cherche 600 milliards d'euros chaque année, public et privé. Le Parlement faisait plusieurs propositions. On y reviendra, utiliser autrement l'argent de la Banque centrale, changer le comportement des banques et des assurances qui veulent travailler sur le territoire européen, et puis trouver de l'argent pour des subventions, des subsides, comme on dit à Bruxelles. Une vraie isolation, pour isoler une maison, c'est 40 000 euros à peu près. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 euros. Donc, il faut qu'il y ait des aides massives pour chaque famille. Il faut des aides pour chaque village, pour chaque petite entreprise. Et donc, le Parlement européen proposait plusieurs solutions. Une taxe carbone aux frontières, mais elle ne rapporterait que 4 ou 5 milliards et il faut le feu vert de Biden et Biden n'est pas d'accord. Une taxe sur le digital, mais Biden n'en veut pas, donc on la met au frigo. Donc, la mesure la plus importante et où on peut le faire juste avec des pays européens et qui rapporterait le plus d'argent, 57 milliards par an, c'est une taxe sur la spéculation. Le Parlement européen a ressorti la proposition faite par Barroso en 2011, qui dit qu'une petite taxe à 0,1% rapporterait presque 60 milliards chaque année. Et le Parlement redit qu'il n'y a pas besoin de l'unanimité, qu'on peut faire une coopération renforcée, enhanced cooperation. Et donc, le Parlement redit ce qu'a dit la Cour de justice, les Anglais ont mis leur veto, et la Commission européenne l'a validé depuis. Il n'y a pas besoin de l'unanimité, il suffit d'une coopération renforcée pour trouver des ressources nouvelles. Une petite taxe sur la spéculation, c'est une idée de bon sens. Je montrais l'autre jour devant Madame van der Leyen, j'ai dit que quand j'avais acheté mon téléphone, j'avais payé 20% de TVA. J'ai montré une boîte de raviolis en disant que même les plus pauvres, pour manger dans tous nos pays, ils payent 5,5% de TVA. Dans tous les pays d'Europe, pour manger, quelqu'un doit payer 5,5% de TVA. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est 0,0 la TVA, la taxe. On a fait cette courbe au pape, parce que le pape François nous a reçus en mars pour appuyer notre campagne. C'est le marché financier américain, pour vous dire le niveau de spéculation. La dernière fois qu'il y a eu une crise, avant le crash de 2007, les marchés étaient montés à 14 000 points, le Dow Jones à 14 000. On a montré au pape, au mois de mars, il était à 31 000 points, et avant-hier, il était à 36 000 points. Le Figaro montrait que la bourse de Paris atteint des niveaux historiques. La bourse de Paris, encore cette semaine, a battu des nouveaux records. Donc, on a du mal à comprendre qu'on ne puisse pas mettre en place une taxe sur la spéculation. Et là, c'est la France qui bloque. Angela Merkel a dit que c'était pour elle une priorité. Le conseil d'Angela Merkel nous rappelait l'autre jour que déjà, Merkel, en 2014, était allée à Londres pour demander aux Anglais de stopper leur veto. Quand je suis allé avant d'aller voir le pape, on a été reçus par plusieurs ministres de Mario Draghi qui ont redit face à la caméra qu'évidemment, ils étaient d'accord. Antonio Costa voulait un accord, Pedro Sanchez. C'est la France qui bloque. Aux fonctionnaires m'a donné la lettre du ministre autrichien des Finances, Gernot Blümel, qui rappelle que l'Autriche veut relancer la négociation à partir du projet de Barroso en 2011, mais que si c'est la version française qui l'emporte, et clairement la France est mentionnée dans la lettre du ministre autrichien, le ministre Gernot Blümel dit que la vision portée par la France est que 99% des volumes ne seront pas taxés. La France dit qu'elle donne l'accord à l'unanimité
Clément Beaune a redit l'autre jour, parce que le journaliste des Échos lui posait la question, Clément Beaune a redit qu'il voulait un accord à l'unanimité, mais en fait sur une toute petite taxe qui ne concernerait que 1% des volumes, alors qu'il n'y a pas d'unanimité. Je m'en suis expliqué plusieurs fois à Clément Beaune, je ne vais pas trahir le secret de nos discussions, et à chaque fois il me dit qu'il va contacter Bruno Le Maire pour que Bruno Le Maire évolue. Mais concrètement, aujourd'hui, que ce soit Michel Sapin avant ou Bruno Le Maire, c'est la France qui bloque, alors que si on avait 60 milliards de plus, on pourrait montrer en Pologne comme en France, en Hongrie comme en Italie, on pourrait montrer que l'Europe est utile. Chaque famille recevrait des aides pour isoler sa maison, ça créerait de l'emploi, ça améliorerait le pouvoir d'achat. Donc c'est un des dossiers sur lesquels je voudrais qu'on avance, si le Parlement veut qu'on avance. Un autre sujet, c'est une idée que Jacques Delors, en 2005, Jacques Delors disait que c'était la priorité de lutter contre la fraude fiscale intra-européen. Quand j'étais petit, ça c'est l'impôt sur les sociétés en Europe. Quand j'étais petit, l'impôt sur les sociétés était à 45%, 45%. On est tombé à 19%. Alors qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, on était à 38%. Et déjà en 2005, juste avant le référendum, il y avait un grand débat télévisé juste avant le référendum chez Christine Ockrent. Jacques Delors pour le oui, José Bové pour le non. Et José Bové dit « Je vote contre une Europe qui accélère le dumping fiscal ». Et à la grande surprise de Ockrent, Jacques Delors disait « José Bové a raison, que l'on vote oui ou que l'on vote non. C'est le prochain combat à mener, c'est un impôt européen sur les bénéfices pour lutter contre ce dumping ». Je répète, aux États-Unis, de Roosevelt, parti d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal. Quand Roosevelt arrive, il a besoin d'argent pour créer des millions d'emplois et il crée en quelques mois un impôt fédéral sur les bénéfices. Et de Roosevelt à Trump, l'impôt n'a jamais été en dessous de 38% aux États-Unis. C'est quand même choquant de se dire que les États-Unis étaient à 38 et nous, on tombe à 19. Ça peut être trop long, mais un autre élément, au-delà du problème climatique, gravissime, un autre élément qui met en jeu la paix mondiale. Est-ce que j'ai encore 3 minutes ou j'ai déjà épuisé mon temps de parole? Oui. Vas-y. Merci. Désolé si je suis trop long, veuillez m'excuser. Un autre élément, c'est que le système économique, on a fait un livre avec Michel Rocard. On avait sorti un livre avec mon ami Michel Rocard, qui était aussi un grand Européen en 2012. Et la phrase qu'on reprenait de Michel Rocard, c'est « Le capitalisme conduit l'humanité à un suicide, à une crise foudroyante et suicidaire à moyen terme pour l'humanité. » Et je pense effectivement que le modèle économique peut nous amener à un effondrement, même si on oublie la question du climat. Ça n'a aucun sens de dire qu'on oublie le climat, mais indépendamment de la question du climatique, je pense qu'on va vers un énorme problème que paradoxalement le virus a mis sous le boisseau pendant 2 ans, mais qu'il faut qu'on en ait conscience. Tous ceux qui vous disent que la croissance revient, dans tous nos pays, on dit ça y est, la croissance revient. Évidemment, quand on met des centaines de milliards, quand il y a eu une récession aussi grave et quand on met des centaines de milliards, fort heureusement, il y a un rebond. Mais est-ce qu'on peut sérieusement miser sur un retour de la croissance? Dans tous nos pays, il y a un chômage et une précarité terrible. Ça, c'est la croissance en France depuis 1950, les années 50, les années 60, 70, 80, 90. Voilà l'évolution décennie par décennie. Il faut être très optimiste sur le retour de la croissance. Mais vous allez me dire, ça c'est la France, un État obèse, mal géré, voilà. Alors du coup, j'ai fait la même courbe pour l'Allemagne, la locomotive allemande. Voilà l'évolution de la croissance pour la locomotive allemande. Voilà la différence. Les années 60, 70, 80, 90. La dernière conférence de Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank, il y a comme rapporteur du budget, allé très très souvent à Bernard dans le virus. Et la dernière grande conférence de Jens Weidmann, juste avant Noël, donc avant l'arrivée du virus il y a 2 ans, Jens Weidmann disait « l'Allemagne est en train de tomber en récession ». Et si l'Allemagne n'est pas tombée en récession depuis 10 ans, c'est en particulier parce qu'elle a accueilli 1,5 million de réfugiés syriens. Je ne vais pas retrouver toutes les courbes maintenant. Si quand même celle-ci est intéressante. Une seconde. Voilà, le zoom sur la croissance en Allemagne depuis 10 ans, c'est des chiffres qui peuvent énerver Marine Le Pen et Éric Zemmour, mais l'Allemagne avait 0,4 de croissance, 0,4 2 années de suite, et puis c'est parce qu'elle a accueilli 1,5 million de réfugiés syriens qu'il y a eu une croissance un peu plus forte pendant 4 ans. Mais sinon, l'Allemagne se traînée à 0,4 de croissance, avec un peu de croissance grâce aux exportations vers les États-Unis. Et les États-Unis peuvent péter n'importe quand, parce que la courbe de la dette totale de l'États-Unis, c'est la dette totale des États-Unis. Je ne suis pas le seul à m'inquiéter. Il y a 3 ans, à la une des journaux, c'était le FMI qui annonçait. Le FMI disait « Attention, on n'a rien réglé depuis 2008, on peut avoir une crise 10 fois plus grave ». Le FMI, à la une des Échos, disait « Attention, la prochaine crise économique peut être 10 fois plus grave que 2008 ». On continue la fuite en avant. Paradoxalement, depuis 2 ans, le virus fait qu'on a mis des centaines de milliards et donc on a relancé l'activité, mais des problèmes de fond, il faut qu'on a surtout besoin de plus en plus de dettes depuis l'arrivée de Ronald Reagan. Ce n'est pas une fatalité, c'est jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, tant qu'on tenait bon sur les règles de Philadelphie et sur des principes de justice sociale, on avait une croissance saine,
sans aucune crise économique et financière, il n'y a pas besoin de dette. C'est à partir de l'arrivée de Ronald Reagan et la dérégulation du marché du travail qu'on a besoin de toujours plus de dettes. Donc, je finirai là-dessus. En 2003, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale en alertant sur le fait que des systèmes économiques où il y a autant de précarité, autant de chômage, où on a besoin de toujours plus de dettes, que la part des salaires diminue partout et qu'on a besoin de toujours plus de dettes pour nourrir l'économie, ça n'est pas sain. On a, avec Jacques Delors, avec José Bové, avec Bronislav Geremek, avec Michel Rocard, on avait rédigé un traité de l'Europe sociale avec 5 critères sociaux. On avait été reçu par Romano Prodi, qui avait demandé à Giscard d'intégrer un traité social dans la Constitution, ce que Giscard n'avait pas voulu. En 2007, Angela Merkel avait réuni tous les chefs d'État à Berlin en disant si le peuple allemand avait voté par référendum comme le peuple français, peut-être que le peuple allemand aurait voté non aussi. Et Angela Merkel disait il faut un protocole social, il faut compléter les traités avec un protocole social. Et c'est Sarkozy à l'époque qui n'avait pas voulu. Sarkozy voulait aller vite et faire le mini-traité. Mais pour ça, je vais finir là-dessus. Toutes ces questions sont sur la table. On peut avoir n'importe quand une nouvelle crise économique. Et encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Tant qu'on est bon sur les principes de Philadelphie, tant qu'on est bon sur les principes de justice sociale, on avait la force du capitalisme, on avait une capacité d'innovation très forte, sans avoir besoin de dettes. C'est à partir du tournant des années Reagan et Thatcher qu'on a besoin de toujours plus de dettes pour une croissance de plus en plus faible. Donc, que ce soit la question du climat et de la biodiversité, la question sociale, la question de la démocratie, dans tous nos pays, de plus en plus de gens ne se reconnaissent pas dans le système démocratique, le fait qu'on a une nouvelle crise économique, je pense qu'il est urgent de proposer un nouveau modèle européen. Et j'espère que ce sera un des grands sujets en France pour les élections du mois d'avril. Merci. Quelqu'un dans la salle qui a envie de poser des questions, des réactions. Donc, Bruno Weber, et ensuite Patrick Martin-Ginier. On m'entend sans micro? Oui. Oui, merci. Donc c'était intéressant. Mais avec les chiffres, on peut dire beaucoup de choses. Moi, je voudrais en rappeler d'autres. Moi, en 2000, j'étais avec Pascal Lamy à la conférence de l'OMC quand on a reçu la Chine à l'intérieur de l'OMC. Peut-être que vous ne savez pas, mais à l'époque, le PIB français était supérieur à la Chine. 20 ans après, le PIB chinois est supérieur aux États-Unis. Donc, quand vous nous montrez les chiffres en baisse, pour la France, également pour l'Allemagne, c'est les chiffres pour toute l'Europe. Je crois qu'on ferait mieux de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on a baissé à ce point-là, alors que les Chinois se sont accrus à ce point-là. Et là, il y aurait quand même beaucoup d'examens de conscience à faire, d'autant plus qu'en 2000, et mon ami Henri de Malos s'en souvient très bien, on avait adopté à Lisbonne un programme qui prévoyait qu'en 2010, on deviendrait la puissance basée sur l'intelligence économique la plus performante et la plus compétitive du monde. Ça a été un échec total. Total. Bon, alors quand on voit des chiffres pareils, hein, c'est quand même colossal, des évolutions pareilles en 20 ans. Mais où sera-t-on dans 20 ans? On se pose vraiment la question. Bon, alors, je crois que montrer le doigt à l'Allemagne, montrer le doigt en disant on manque je dirais, de socle social en Europe, quand on voit ce que les Chinois ont fait, maintenant qu'ils sont les rivaux principaux des Américains, maintenant que les Américains se moquent de nous, parce que, excusez-nous, vous avez vu ce qui s'est passé depuis quelques semaines, vous avez vu comment ils nous traitent, vous avez vu comment ils nous considèrent. Bon, je crois qu'il y a quand même un examen de conscience à se faire avant de réfléchir sur le fait qu'on n'a pas été assez sociaux dans tel ou tel domaine, on n'a surtout pas été assez compétitifs, pas assez solidaires et pas assez agressifs. Voilà, ça c'est la question, on y reviendra peut-être dans la deuxième partie du débat, mais moi je trouve que toute la faute, elle vient du côté des Européens, d'une politique, ils n'ont pas fait l'Europe jusqu'au bout. Jean Monnet, finalement, ce qu'il avait voulu, il n'a pas obtenu, parce qu'il voulait une communauté de défense, parce qu'il voulait une communauté de l'énergie atomique, qu'on n'a pas, parce qu'il voulait des États-Unis d'Europe, qu'on n'a pas. Donc, sur les projets que lui-même avait avancés, malheureusement, il a échoué. Alors oui, on a fait le marché commun, oui, on a fait l'euro, mais qu'est-ce qu'on a fait après? On s'est assis là-dessus, on n'a plus rien fait. Donc moi, pour moi, la faute, elle est entièrement du côté des Européens. L'examen de conscience, c'est à eux de le faire maintenant. Voilà, merci.
Alors, si je peux, moi je trouve pas ça hilarant, mais on a tous le droit de rire, pardon. Si je peux répondre avant de laisser la place à d'autres interventions, là où on peut avoir un point de convergence, c'est sur le fait qu'on est, on est le cul entre deux chaises, qu'on n'est pas allé assez loin dans un certain nombre de domaines. Là, quand les Américains se retirent d'Afghanistan sans nous prévenir, tout le monde dit il est temps que l'Europe réagisse, il est temps que l'Europe ait une autonomie de défense et de diplomatie. Ça me rappelle en 92, quand c'était l'horreur à Sarajevo. C'était l'horreur à Sarajevo, 5000 morts et les États-Unis n'interviennent pas. Et tout le monde dit oh là là, il est temps que l'Europe soit capable d'agir. J'ai retrouvé le dessin de Plantu le jour de Noël, le 25 décembre 92, quand Plantu représente des militaires en train de tuer le bébé Jésus, en disant on ne va pas attendre 33 ans pour le tuer, le foutre sur une croix. Donc ça, c'était l'impuissance de l'Europe en 1992. Mais effectivement, déjà en 1954, il avait été question d'une communauté européenne de défense et c'est des députés français qui l'avaient planté. Et François Giraud m'avait raconté comment c'était le grand regret de Pierre Mendès France à la fin de sa vie. Pierre Mendès France disait qu'il aurait dû mettre tout son poids dans la bataille pour obtenir cette communauté européenne de défense en 1954. Donc peut-être, monsieur, qu'on sera d'accord sur le fait qu'il faudrait qu'on choisisse. Est-ce qu'on est dans un monde où tout va bien et on peut être choisi à l'impuissance? Dire clairement qu'on choisit l'impuissance, que tout va bien, on fait confiance aux Russes ou à nos amis chinois, nos amis américains pour sauver la planète, ou bien au contraire, on se donne les moyens et on n'a pas besoin d'être à 27 et on peut redémarrer à quelques pays, d'avoir une vraie diplomatie, une vraie défense. Par contre, là où j'ai du mal à rire, c'est votre éloge du modèle chinois. Je ne sais pas si, voilà, honnêtement, je suis troublé par votre éloge du modèle chinois. J'ai montré la courbe de la dette aux États-Unis, mais la Chine, c'est juste pire. Honnêtement, monsieur, je suis étonné qu'en 2025, on fasse éloge de l'évolution de la dette totale en Chine, sans compter le shadow banking. Sans compter le shadow banking. À la une du Figaro, il y a 3 ans, ça, c'est la bulle de l'endettement. En un an, sans compter la dette augmente de 44% du PIB. La dette totale, plus 44% du PIB de dette en un an en Chine pour maintenir la croissance. Un village qui peut faire un immeuble plus grand que la Tour Eiffel. C'est la plus grosse bulle qu'on a jamais vue, la Chine. Je ne comprends pas, le prenez pas comme une attaque nationale, mais qu'aujourd'hui encore, on fasse l'éloge du modèle chinois. Voilà, sans compter les détails, le livre qu'on a fait avec Michel Rocard commençait par ce facsimilé. La Chine envahit Taïwan, les États-Unis entrent en guerre. Voilà, il y a 10 ans, on me disait tu t'inquiètes pour rien, la Chine ne fera jamais aucun problème à Taïwan. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul à m'inquiéter de ce qui se passe à Taïwan. Mais donc, du point de vue bêtement économique, la Chine est sans doute, je vais faire un zoom sur les États-Unis, mais s'il y a les deux moteurs de l'économie mondiale peuvent péter n'importe quand. Voilà. Donc, s'il vous plaît, voilà. Après ça, sur le fait que les dirigeants européens sont incapables d'agir, on fait des grands discours. Moi, j'ai envoyé des messages à Emmanuel Macron, son grand discours de la Sorbonne, quand il nous expliquait qu'il voulait une grande Europe, je l'ai félicité. Et 6 mois après, quand il reçoit le prix Charlemagne et qu'il insulte tous les Allemands en expliquant que les Allemands doivent rompre avec leur fétichisme, je pense que tous les dirigeants qui étaient là se sont dit que non, ils n'étaient pas forcément tous des grands malades fétichistes. Donc, je ne pense pas qu'on construise l'Europe en expliquant aux autres qu'ils sont tous des malades et que moi seul, j'ai raison. Donc, et quand François Hollande est élu président de la République, il prend malgré la foudre, il va à Berlin, il dit il faut tout mettre sur la table et tout le monde se dit ça y est, ça va bouger, on va améliorer les traités. Et François Hollande n'a rien mis sur la table. Le pacte climat dont je vous parle, j'ai vu des discussions en tête à tête avec François Hollande. Je lui ai dit c'est à toi de mettre ce sujet sur la table. Tu vas bientôt recevoir le sommet climat à Paris. Je lui ai raconté comment Philippe Maystadt, l'ancien ministre des Finances belge, qui est là, c'est mort depuis. Philippe Maystadt nous racontait comment il avait convaincu en 2 heures Hans-Tito Mayer de mettre en place ce pacte finance-climat. Je disais à François Hollande, c'est à toi de proposer ce projet. Angela Merkel est très intéressée par la question du climat. La COP numéro 1, on l'oublie, là c'est la COP 26, mais la COP numéro 1, c'est Merkel qui l'avait reçue à Berlin. Et Angela Merkel avait fait un très beau discours il y a 25 ans, 26 ans, en expliquant qu'il fallait dépasser l'économie sociale de marché et mettre en place une économie écologique de marché. Donc j'avais dit à François Hollande, c'est à toi de porter l'idée d'un nouveau projet européen centré sur le climat et l'emploi. Et François Hollande m'avait dit, non Pierre, mon action est très souterraine, c'est à vous de faire ce travail de pédagogie. Voilà. Donc on pourrait, et quand Joschka Fischer, et à chaque fois que je vois des dirigeants allemands, je m'excuse, donc là peut-être qu'on est d'accord, monsieur, avec le mea culpa, à chaque fois que je vois des dirigeants, que ce soit à Berlin ou à Bruxelles, je commence par Entschuldigung, pardonnez-nous, parce que c'est depuis 89 que les Allemands proposent une union politique, depuis la lettre d'Helmut Kohl qui disait oui à l'union monétaire, mais il faut une union politique, et Mitterrand ne veut pas. Puis c'est Schäuble et Lamers qui proposent une union politique, mais Balladur n'en veut pas. C'est Joschka Fischer en 2000 qui dit que ce système est insupportable et qu'il faut mettre en place une union démocratique, et Lionel Jospin n'en veut pas. Donc, et même quand Chirac va au Bundestag et dit avec quelques pays nous pourrions aller vers cette union politique, Védrine et Moscovici expliquent que Chirac parle à titre personnel. Voilà. Donc à chaque fois que je vois des dirigeants allemands, je m'excuse,
en disant que les dirigeants français, parce que même quand Joschka Fischer fait ce discours, le président Raoult, qui d'habitude ne disait rien, intervient pour soutenir Fischer, et c'est tous les dirigeants allemands qui expliquaient qu'avant l'élargissement, il fallait avoir une ambition plus forte en matière de démocratique, et les dirigeants français n'ont jamais pensé que c'était le bon moment. Donc aujourd'hui, je retourne encore négocier à Bruxelles le budget européen, c'est juste ridicule, on en a parfois honte, je ne vais pas être trop long ni m'énerver, mais cette semaine, on était dans la conciliation qui préparait le trilogue. On en avait tous marre. On ne faisait même plus semblant. Le commissaire chargé du budget avait du mal à lire son discours tellement c'était ridicule. On est dans un jeu de rôle. Le rôle du Parlement est très faible. La Commission sait qu'elle joue au pipeau et les chefs d'État, avec le système de l'unanimité, sont impuissants. Donc là, j'aurais dû filmer. Heureusement que les citoyens ne voyaient pas cette négociation parce que les acteurs n'arrivaient même plus à faire semblant. Voilà. Moi, je nous portais les devant du Parlement, mais même la ministre slovène, cette présidence tournant tous les 6 mois, la pauvre ministre slovène, c'est très compliqué de comprendre. Je ne vais pas critiquer, elle insiste pour qu'on se voit, mais le système de présidence tous les 6 mois, c'est juste ridicule pour comprendre vraiment les enjeux, comment ça marche. Quand au bout de 6 mois, vous commencez à comprendre et vous laissez la place au suivant, et le rôle du Parlement est ridicule. Donc, je ne veux pas être trop long dans ma réponse, mais monsieur, s'il vous plaît, sur la Chine, prenez le temps de... Voilà, vous êtes peut-être beaucoup plus compétent que moi. Et là, je ne vous connais pas, monsieur, je vous vois de loin. Peut-être que vous êtes très, très compétent sur certaines questions, mais l'éloge de la Chine et de la puissance économique de la Chine, prenez le temps de voir. Depuis la crise de 2008, on sait qu'un pays peut être puissant, mais s'il a une dette qui est 3 fois plus importante que son PIB, ce n'est pas un signe d'une puissance définitive. Non, mais je n'ai pas fait l'éloge de la Chine, j'ai fait la critique de l'Europe. Mais bonne réponse, bravo. Merci. Patrick? Oui. Oui, Mathieu, ça marche? Oui, ça marche, je vais le micro. Justement, je rebondirais sur... Pardon, excusez-moi, est-ce que je peux reprendre la parole? Pardon, si je m'énerve comme ça, et je vous prie de m'excuser, monsieur, pardon, peut-être que je n'ai pas bien compris, c'est que la crise de 29, tout le monde sait que c'était la deuxième crise. Il y avait une première crise en 1921, tous les bouquins d'économie rappellent qu'il y avait une première crise en 1921, on s'en était bien sorti, bon, on avait mis, et puis on a recommencé comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, et puis en 1929, youpla boum, et ça a bien aidé quand même pour que l'Europe sombre vers la barbarie. Donc pour moi, ce n'est pas des enjeux théoriques. Moi, je suis cool, j'ai 6 000 euros par mois, tout le monde dit que je fais un bon boulot, ma femme est bien payée, mais on n'est pas sur des enjeux théoriques. Quand je suis revenu de Bamako, au Mali, il m'a fallu plusieurs semaines pour retrouver le sommeil. J'ai vu ce qu'était le problème climatique. Les gens qui m'ont reçu à Bamako parlaient du sida climatique, en disant que le dérèglement climatique allait faire autant de morts que le sida, que le VIH. Et si on a en même temps une aggravation du dérèglement climatique et une crise sociale liée à une nouvelle crise économique, avec des pouvoirs politiques de moins en moins légitimes, vous voyez l'arrivée de Zemmour dans le jeu politique, tout ça, ça sent très mauvais. Le mélange de tout ça peut finir très très mal et de notre vivant, on se dira qu'on a été nuls, qu'on savait qu'il y avait des solutions et qu'on a laissé une inertie globale nous envoyer vers le chaos. Donc désolé si je parle trop vite et si je m'énerve, mais je pense qu'on est sur des enjeux énormes. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai expliqué tout ça à Emmanuel Macron pendant des heures. Avant même qu'il soit le conseiller de Hollande, j'ai vu Emmanuel Macron, puis je l'ai vu quand il était le conseiller de Hollande. Il nous expliquait, à Michel Rocard et à moi, il y a un livre qui raconte un déjeuner à Rocard, Macron et moi, où Macron nous dit qu'il est évidemment complètement d'accord avec nous et qu'il faudrait faire un nouveau Philadelphie, qu'il faudrait faire un nouveau Bretton Woods, mais que avec Hollande, le pauvre Hollande ne comprend rien, mais que si lui était le chef, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Et depuis 4 ans et demi, je crois qu'Hollande a moins d'influence et que Macron pourrait... Voilà. Donc désolé si je m'énerve, mais je ne supporte plus le mensonge et l'inertie d'un de nos dirigeants. Bravo, Bravo. Patrick? Oui, alors je n'ai pas envie de m'énerver. Mais j'ai 3 questions très rapides. Je rebondirai sur votre dernière intervention en disant que la présidence de 6 mois, finalement, elle n'était pas très utile, c'était ridicule parce qu'on n'avait pas le temps d'agir. J'ai cru comprendre qu'Emmanuel Macron plaçait un grand espoir dans sa présidence de l'Union européenne, qu'il prépare d'ailleurs depuis presque 1 an, on va dire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette présidence de 6 mois, des projets du président de la République pour l'Union européenne? Et 2 autres petites questions, parce qu'il faut voir l'avenir. L'Europe sociale, l'Europe de la santé, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Par exemple, l'Europe de la santé, on a bien vu avec le Covid, il y avait une exigence que l'Europe soit plus forte en termes de santé. Il n'y a qu'un seul article dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui parle de la santé. Comment peut-on renforcer notre action là-dessus? Et enfin, la dernière question s'adresse plutôt au rapporteur du budget. J'ai vu qu'il y avait une crise majeure entre le Parlement européen et la Commission européenne, parce que le Parlement européen, après avoir saisi sa commission juridique, a porté une action dans la Cour de justice de l'Union européenne. Elle reproche à la Commission européenne de ne pas être assez ferme sur la violation de l'état de droit dans certains pays, notamment la Hongrie et la Pologne. Qu'en pensez-vous? Merci.
Sur la question de la présidence tournante, je pense que c'est effectivement ridicule d'avoir un nouveau pays qui préside tous les 6 mois, parce que les institutions européennes sont quand même compliquées. Moi, avant d'être rapporteur général du budget, j'étais shadow rapporteur, ce qui m'a permis de comprendre sans être en première ligne, et que je n'ai rien contre la présidence slovène, mais on a parfois l'impression que la ministre lit les documents qui lui ont été fournis sans bien comprendre ce que sont tous les enjeux, et c'est effectivement compliqué. Et donc, de même que c'est classique de vous dire que quand un député arrive, dans n'importe quel job, dans n'importe quel métier, avant d'être député, j'étais consultant, enfin, dans n'importe quel métier, on a besoin d'un moment pour s'approprier les choses et être en même temps le ou la ministre qui gère les affaires publiques de son pays et qui doit s'occuper des questions européennes, en sachant que dans 3 mois, ce sera au suivant, et que les institutions sont très compliquées, que suivant les dossiers, ce n'est pas les mêmes procédures. C'est un système assez ridicule, assez lourd et assez inerte finalement. Et je répète que le discours de Joschka Fischer en l'an 2000, le grand discours de Humboldt, il a expliqué qu'il fallait élaguer les compétences. On n'a pas besoin de l'Europe dans tous les domaines. Dans mon coin des Pyrénées, on sait faire du fromage de brebis sans avoir besoin de des règles européennes, en caricaturant à peine. Mais par contre, là où on a besoin de l'Europe pour retrouver une souveraineté, ce n'est pas un abandon de souveraineté, c'est pour retrouver une souveraineté sur les questions de diplomatie, sur les questions de défense, sur les questions de recherche, peut-être une partie des domaines de santé. Là, Joschka Fischer disait, une fois qu'on a élagué les compétences, là où on a besoin d'être ensemble pour être plus fort, eh bien, il faut mettre en place un système parlementaire. C'est le vote des citoyens une fois tous les 5 ans qui dit quelles sont les majorités, quelle est la coalition qui a la majorité au Parlement. Et la Commission est une émanation du Parlement. Et il y a un gouvernement qui a le pouvoir pour les compétences qui sont au niveau européen pendant 5 ans. Et tous les 5 ans, on juge l'action de cette équipe et on voit si on la remplace par une autre équipe. Et je continue à penser, ça fait seulement 2 ans et demi que je suis député européen, mais franchement, effectivement, le système institutionnel aujourd'hui est très coûteux. Le Parlement européen coûte 2 milliards chaque année. C'est génial, hein, c'est passionnant. On voit des gens de 27 pays, on apprend à dialoguer avec des cultures. C'est passionnant d'être député, mais on coûte quand même 2 milliards aux citoyens. Et je ne suis pas sûr qu'on soit à la hauteur de ces 2 milliards. Et qu'on a besoin d'une démocratie beaucoup plus vivante, beaucoup plus active, y compris sur le plan de relance. On peut dire ce qu'on veut, mais entre le moment où il y a eu la déclaration d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron et le moment où l'argent commence à arriver sur les territoires, ça fait juste quelques semaines que l'argent arrive sur nos territoires et de façon très, très faible. On a dit que c'est un plan de relance historique. Ce qui est historique, c'est la politique monétaire mise en place par la BCE qui fait que même les pays du Sud peuvent se financer à 0,1% et que donc les États membres ont pu se financer à 0,1%. Ça a été hyper rapide et hyper efficace. Mais par contre, la réaction du Conseil et de l'ensemble Conseil-Parlement était très, très, très lente alors que la crise était gravissime. Donc, je pense effectivement qu'il faudrait. Et Joschka Fischer avait dit quelques mois plus tard qu'il avait fait une erreur en disant que ça donnait l'impression que son discours et sa proposition étaient réservés à un petit nombre, à une petite élite, les fondateurs, plus l'Espagne et le Portugal, et que c'était à refaire. Il dirait voilà le niveau d'ambition, voilà ce que peut être une Europe efficace et démocratique, et avec ce niveau d'ambition, tous les pays sont les bienvenus. Mais avec donc, je dirais, on met cette ambition démocratique, on met le traité de l'Europe sociale, et si on a bien cette ambition démocratique, cette ambition sociale et le respect des droits de l'homme, on en vient à la deuxième partie de la question, pourquoi est-ce que le Parlement engage une action contre la Commission parce qu'elle ne sanctionne pas la Pologne et la Hongrie, parce qu'effectivement, l'Europe, ce n'est pas juste une comptabilité, ce n'est pas juste un projet économique, mais c'est effectivement le respect des valeurs fondamentales. Et quand le respect des droits pour les journalistes, les droits pour les avocats, les droits LGBT, quand des gouvernements violent ces droits fondamentaux, le Parlement considère qu'il a mis en place dans l'accord sur le cadre pluriannuel, sur le budget pluriannuel, le fait qu'il devait y avoir des sanctions pour les pays qui manifestement... Est-ce que je vais vous déranger? Je vais faire comme à la télé, je vous interromps. Je voudrais savoir, est-ce que vous considérez que finalement la Commission est devenue trop soumise au gouvernement? Est-ce qu'elle est moins indépendante? Parce qu'au terme des traités, c'est quand même la gardienne des traités. Est-ce que vous pensez qu'on a une Commission qui est moins puissante, plus soumise au gouvernement? Parce que normalement, elle est dans son rôle de faire respecter les traités. On a l'impression qu'il y a une certaine timidité et qu'elle recule devant certaines demandes des États. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que... La réponse est oui. La réponse est oui, sans idéaliser l'époque de Jacques Delors. Moi, je vous ai parlé de Michel Rocard, mais j'ai milité dans les clubs de Jacques Delors et mes parents militaient avec Jacques Delors. On m'a expliqué que quand Jacques Delors faisait une proposition, il avait bien réfléchi, il avait préparé le terrain, mais si les chefs d'État commençaient à vouloir la castrer et à ne pas au moins accepter 80% du potentiel de la proposition, la Commission disait ça ne va pas, et on retire et publiquement, on disait les chefs d'État ne jouent pas le jeu, et on retire la proposition. Tandis que là, effectivement, on n'a pas l'impression que la Commission joue son rôle, et c'est pour ça que le Parlement engage une action en justice pour dire il y a eu un accord il y a un an,
il y a un an, le Parlement a accepté le cadre pluriannuel qui pourtant n'était pas très ambitieux en termes de volume. Et encore une fois, je n'ai rien contre Emmanuel Macron. Quand j'ai félicité Emmanuel Macron pour son discours de la Sorbonne, je l'ai félicité pour le One Planet Summit, il m'a fait rentrer au Conseil, je n'ai aucun problème personnel avec Macron. Mais quand Emmanuel Macron, dans son discours de la Sorbonne, expliquait qu'il voulait une Europe beaucoup plus ambitieuse, avec un budget plus important, eh bien, y compris en Allemagne, je montrais ça à Christine Lagarde, j'ai montré à Christine Lagarde que, y compris Jens Weidmann, qui vient de démissionner, mais le patron de la Bundesbank, était a priori hostile à un grand budget. Dans toutes les interviews, Jens Weidmann disait non, non à un grand budget, parce qu'on ne sait pas pourquoi faire, qui va payer. Mais à chaque fois, Jens Weidmann disait faisons les choses dans le bon ordre. Quels sont les problèmes qu'on ne peut pas régler au niveau national et qu'on pourrait régler au niveau européen? Et à chaque fois, Jens Weidmann disait la question du climat et la question des frontières, là, ça peut mériter un budget européen plus important avec des ressources nouvelles. Donc, contrairement à ce que nous fait croire, tous les Allemands, même Weidmann, étaient OK pour l'idée d'un budget, non pas un grand budget, on ne sait pas pourquoi faire, qui va payer, mais sur le climat et sur la protection des frontières. Et Emmanuel Macron a fait un très beau discours à la Sorbonne, mais le bilan, c'est que l'Europe, je suis rapporteur du budget et je sais un peu de quoi je parle, une fois que le plan de relance sera fini, le budget européen sera plus petit qu'avant. Voilà. Donc, on ne peut vraiment pas dire, pour le moment, on ne peut vraiment pas dire qu'il y a eu un succès de la méthode Macron. Je le regrette, parce que je pensais que je ne serais pas d'accord avec lui sur les questions sociales ou fiscales, mais je pensais que sur l'Europe et sur le climat, je serais heureux de son action. Et sur l'Europe et sur le climat, je trouve que vraiment, il n'est pas du tout à la hauteur, en particulier par sa façon d'être. Moi, je suis un rocardien, je connais par cœur tous les défauts de Mitterrand, mais Mitterrand n'aurait jamais lancé telle ou telle initiative en disant moi, je, et sans en avoir parlé 3 fois de façon informelle à Helmut Kohl autour d'une choucroute amicale. Donc l'Europe, c'est aussi avec les autres. Moi, si j'ai 70% des députés européens qui votent mes rapports, c'est que je suis 5 jours par semaine à Bruxelles et je passe du temps à écouter les autres, y compris le responsable de la droite ou de la commission des budgets. On a dîné ensemble, il m'a raconté sa vie, j'améliore mon projet en l'écoutant et c'est comme ça qu'on crée la confiance. Donc, hélas, je crois que peut-être qu'on aura un miracle, mais je crains que la présidence française qui va commencer au 1er janvier soit décevante, sauf si une nouvelle équipe arrive au mois d'avril. Et c'est pour ça que je milite pour une primaire qui permettrait d'avoir une équipe soudée, qui permettrait d'avoir une alternative à Emmanuel Macron avec une chance d'arriver au 2e tour. Et si on gagne en avril, on fait dès le mois de mai, dans la maison de Jean Monnet, si notre équipe arrive aux responsabilités en avril, dès le mois de mai, on fait un sommet informel. Souvenez-vous ce qu'on appelait après l'échec de la CED, justement, quand l'Europe est renée, quand le ministre italien s'est dit qu'il invitait tout le monde chez lui, qu'il ne fallait pas laisser l'Europe crever après le nom des Français pour la CED, et que l'Europe est renée avec 3 jours de brainstorming. Je me tais, pardon, j'ai l'impression que je suis beaucoup trop long. Veuillez m'excuser. La parole est à Bazo. Merci. Merci beaucoup. Et, j'avais une question. Bon, je suis italienne d'origine, même si je travaille à Bruxelles depuis longtemps. Et il y a un sujet que je trouve très intéressant, dont je pense qu'on ne parle pas beaucoup. Sauf à un certain moment, Sassoli l'a évoqué récemment, c'est-à-dire une fiscalité européenne. Parce qu'il y a un souci, dans le sens qu'il y a une concurrence interne sur la fiscalité aux entreprises dans les marchés uniques. Et alors, pour nous, gens du Sud, parfois, c'est intéressant quand on vient traiter comme des paresseux, etc., je caricature un peu, par certains pays frugales, etc. Et après, on découvre qu'il y a 2000 grandes entreprises italiennes qui payent les impôts aux Pays-Bas. Et parce que la fiscalité est plus intéressante, je parle de Mediaset, donc de Berlusconi, etc., de FCA, donc Fiat, etc., aujourd'hui le groupe Stellantis, etc. Donc alors, quand je sais qu'il y a, ils ont fait une estimation de je ne sais plus combien de milliards d'impôts qui ne sont pas payés en Italie, mais qui disparaissent entre le Luxembourg, les Pays-Bas et tout ça. Voilà, là aussi, c'est un problème d'une Europe, disons, d'une construction européenne qui a encore pas mal de choses à mettre en place. Alors, j'ai entendu Sassoli répondre à le sujet, je ne sais pas si c'était une tactique ou un moment, mais je voudrais savoir si c'est à l'agenda ou pas. Voilà, tout ça. Alors, je vais essayer d'être plus rapide, d'aller plus lentement dans mon débit, mais d'être moins long. D'abord, vous parlez des pays frugaux. Moi, je serais heureux si on est
Européens, on est entre alliés, entre amis, entre frères et sœurs, et ça ne doit pas empêcher une certaine franchise. Au contraire, il y a 1 an et demi, le Premier ministre des Pays-Bas avait provoqué un scandale quand il s'était moqué des pays du Sud en expliquant qu'ils n'étaient pas capables de gérer leur système de santé à cause de leur dette. Moi, j'aurais aimé qu'on dise au Premier ministre des Pays-Bas que, OK, il a une dette publique qui est seulement à 50% du PIB, 50% du PIB, mais la dette privée est à 298%, celui d'il y a 1 an. La dette privée aux Pays-Bas est à 298% du PIB. Donc, c'est très facile de dire qu'on diminue son déficit public, mais si les gens doivent s'endetter pour envoyer les enfants à l'école, doivent s'endetter pour la santé, c'est les chiffres de la Banque des Pays-Bas. Donc, un pays où il y a presque 300% du PIB de dette privée, tout le monde sait que c'est ça qui est le plus fragile. Alors, voilà, c'est quand tout d'un coup des millions d'entreprises ou des millions de citoyens se disent « Merde, je déconne, j'ai trop de dettes, je dois arrêter ma consommation ». Toutes les grandes crises, je ne parle pas des pays du Sud où la dette publique peut être un vrai problème, évidemment, mais dans les pays du Nord, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, on sait que les crises, elles viennent d'un surendettement privé. Et donc, avant de se moquer des pays du Sud, encore une fois, on devrait tous avoir beaucoup d'humilité. Il n'y a aucun pays qui va bien. Donc, tout à l'heure, on m'a dit que j'allais montrer du doigt l'Allemagne. Je ne montre pas du tout du doigt l'Allemagne. Je dis juste qu'aucun de nos pays n'est dans une bonne situation et que l'ensemble du modèle doit être revu. Mais en tout cas, un pays où il y a une dette privée à 300% du PIB, il faut peut-être se poser quelques questions sur sa durabilité. Mais en tout cas, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'il faut lutter contre l'évasion fiscale et que l'Europe ne peut pas être un pays où on siphonne la base fiscale d'un autre pays en mettant des taux le plus bas ou en acceptant l'évasion fiscale. Et puis, je remonte cette courbe que j'ai montrée tout à l'heure. Voilà, quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45%. 45%. Et je crois que les actionnaires arrivaient à vivre. Hein. On avait voilà. Et maintenant, on est tombé à 19%. Alors, qui ça profite? Dans mon dernier bouquin, je ne peux pas vous l'offrir à tous, mais je montre cette courbe. En Allemagne, on a divisé par 3 l'impôt sur les sociétés. Le taux d'impôt a été divisé par 3. Vous avez vu la courbe de la croissance. Est-ce que ça profite à la croissance? Non. Par contre, le nombre de milliardaires a triplé. Je suis désolé, mais je suis un père de famille, je suis un citoyen, mais je suis un économiste. Et quand je montre ces 3 courbes, l'impôt sur les sociétés a été divisé par 3. Est-ce que c'est au profit de la croissance, au profit de l'emploi? La croissance, on est quasiment en récession. Et il y a 6 millions d'Allemands qui ont des boulots à 450 € par mois. Par contre, le nombre de milliardaires a triplé. Donc, Albert Einstein disait la définition de la folie, c'est faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Avec Joe Biden, on voit qu'il y a peut-être l'idée de changer un peu les choses. Joe Biden propose un taux minimum d'impôt sur les sociétés au niveau mondial. Et là aussi, je trouve, quand Biden propose à 21%, je regrette un peu que Bruno Le Maire dise oui, mais à 12%. Parce que si la France n'avait pas commencé par dire très bonne idée, mais on le met à 12%, peut-être qu'on aurait pu avoir un accord plus ambitieux. Voilà, mais donc oui, mon but n'est pas de créer des impôts, hein. Mais mon but est juste qu'on ait les moyens pour les hôpitaux, pour la recherche, pour le climat. Et aujourd'hui, on est dans une spirale qui nous amène à une récession. La concurrence fiscale et la concurrence salariale nous amènent à la récession. Pardon, je ne vous ai pas montré toutes les courbes. Voilà. Pourquoi il y a besoin de toujours plus de dettes? Pourquoi il y a besoin de toujours plus de dettes depuis l'arrivée des libéraux depuis 40 ans? C'est parce que dans tous les pays, on baisse la part des salaires. Voilà. Parce que quand j'ai dit qu'on tenait bon, avant, j'ai montré la courbe de la dette aux États-Unis, j'ai dit qu'on tenait bon sur Philadelphie. Philadelphie, c'est la première chose que fait Roosevelt avant de faire 3 semaines de travail à Bretton Woods. Un texte magnifique qui est signé par tous les chefs d'État qui préparent la victoire contre les nazis et qui ont connu la crise de 29 et qui disent que dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles sur le temps de travail, sur le salaire minimum, sur le financement de la protection sociale. Et tant qu'on tient bon sur Philadelphie, ça n'empêche pas l'innovation, ça n'empêche. Ce n'est pas un système soviétique. On garde la capacité d'innovation du capitalisme, mais dans chaque pays et dans le commerce mondial, il y a des règles sur les salaires et sur le temps de travail. Et on a 30 années de croissance sans avoir besoin de dette. Et puis Ronald Reagan arrive, dans tous les pays, on commence à baisser les salaires, et ce qu'on ne donne pas par le salaire, on va pousser les gens à s'endetter en disant, tu n'as pas eu d'augmentation, mais tu peux acheter une deuxième voiture, on va te prêter l'argent, et on baisse les impôts sur les plus riches, on baisse les impôts sur les bénéfices, et on accumule la dette publique. Je ne veux pas être trop long, mais tout ça, je me souviens d'en avoir discuté avec Emmanuel Macron la première semaine de son arrivée, quand il était le conseiller de François Hollande, et il me dit, tu as raison, il faut qu'on convoque un nouveau G20, soit François Hollande obtient du G20 un nouveau Philadelphie, soit il fait comme Tony Blair, il est le leader des progressistes, on fait des sessions de travail de 3 jours avec des prix Nobel pour mettre toutes ces questions au cœur du débat européen. Voilà, et c'était il y a presque 10 ans. Voilà. Et le monde continue d'aller vers le chaos si on n'est pas capable de changer notre modèle. Et je pense que ça pourrait être un très gros projet pour l'Europe, et qu'y compris parmi les gens qui critiquent l'Europe, si l'Europe est capable de changer, on pourrait réintéresser les citoyens.
Bonjour. C'est pas. Pardon. Bonjour, est-ce que vous auriez un petit motif d'optimisme et d'espoir pour qu'on dorme encore cette nuit? L'espoir, c'est qu'on arrive à avoir une autre équipe qui arrive au pouvoir au mois d'avril en France. J'ai tout fait pour convaincre Emmanuel Macron depuis 4 ans et demi. Comme j'avais tout fait, on avait été 15 fois à l'Élysée sous François Hollande, avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel. On avait été 15 fois à l'Élysée. Jean-Marc Ayrault m'avait dit qu'il avait essayé de faire bouger François Hollande, mais Hollande ne voulait pas bouger. Là, on a tout fait pour convaincre Emmanuel Macron. Et Bruno Le Maire, ça n'a pas marché. Donc, moi, via la primaire populaire, j'espère qu'on aura une équipe différente. Je vais faire le maximum au niveau européen, mais j'espère qu'il y aura une nouvelle équipe au mois d'avril prochain en France. Vous pouvez tous me contacter si vous avez envie de m'aider à réfléchir. Par exemple, sur la question de l'Europe de la santé, je n'ai pas beaucoup d'idées. Je suis preneur de vos idées, parce que c'est les domaines où j'ai travaillé, je crois que j'ai des solutions. Mais les uns et les autres, vous pouvez avoir mes coordonnées, pierre.larouturou@gmail.com. Pierre.larouturou@gmail.com, je suis preneur de vos conseils. Et puis, on va essayer de faire j'ai vu Yannick Jadot il y a quelques jours, je vais bientôt voir Hidalgo. On va essayer de faire une équipe rassemblée pour proposer une alternative crédible au mois d'avril prochain. Vous êtes d'accord? Ok. On a deux autres questions, une ici et ensuite Miguel, Je dois vous laisser dans 5 minutes, excusez-moi, je dois vous laisser, j'ai un autre Zoom en principe, je leur ai dit que j'allais être un peu en retard, mais voilà, dans 5 minutes, si ça ne vous dérange pas, je vous laisse. Ah, ok, alors Miguel d'abord et après un commentaire. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucas. En fait, je voudrais remercier les deux orateurs parce que vraiment les interventions étaient remarquables. Je vais poser une question très directe parce que les grands défis sur lesquels on a parlé, les défis climatiques, énergétiques, aussi les défis de la démocratie, sont pas seulement les défis européens, mais sont les défis globaux. Et je me demande si l'Union européenne devait être pas plus ferme par rapport à ces questions, parce que, à mon avis, même si on fait grand pas, disons, encourager la démocratie en Europe et lutter contre les changements climatiques, disons qu'à la fin, ça cette variable, si dans le reste du monde, ça ne marche pas. Si la Chine ne respecte pas les droits humains et ne respecte pas, ou fait rien pour les changements climatiques, ou les mêmes choses pour les États-Unis, alors on est perdu parce que même si on fait beaucoup de changements, à la fin, ça ne va pas compter. C'est comme quand on essaie de fermer une ville, comme ici à Bruxelles, on ne peut plus circuler par exemple en voiture, les voitures sont changées, mais toutes les voitures circulent autour de la ville. Bon, c'est un changement climatique, mais l'air va continuer à bouger. Alors, si toute la contamination est dans les alentours de la ville, la contamination va arriver finalement dans la ville. Et pour moi, c'est un peu la même problème qu'on a en Europe. On essaie toujours de faire des choses, on change le monde, on essaie de changer le monde en étant les modèles à suivre, mais les voisines autour de nous, elles ne font rien. Et alors, comment est-ce qu'on peut être plus ferme pour aussi changer la façon dans laquelle on attaque la démocratie, bon, disons les attaques contre la démocratie ou les changements climatiques, et dans notre entourage, pas seulement avec notre effort. Pardon, je crois qu'à des moments, il faudra être ferme, encore une fois. Ça fait depuis 1954 qu'on parle d'une armée européenne. On en a reparlé en 92, quand c'était l'horreur à Sarajevo. On en a reparlé quand c'était l'horreur en Syrie. On en a reparlé quand les Américains quittent Kaboul sans nous prévenir. Je pense qu'il y a un moment où il faudra, avec quelques pays, on n'a pas besoin d'unanimité, avec quelques pays. Schengen, on est parti d'une page blanche. L'espace Schengen, on n'était que 5 pays la première année, 5, puis on était 8 l'année suivante, et maintenant on est 26 ou 27. Donc, si on attend l'unanimité, on ne fera rien. Mais s'il y a quelques pays, y compris en Allemagne, les esprits évoluent sur les questions de défense, on comprend qu'on est dans un monde dangereux et que pour construire la paix, c'est d'abord par le développement, c'est d'abord en agissant ensemble sur le climat, mais qu'il y a des moments où il faut avoir besoin d'une armée en soutien à une vraie diplomatie. Et qu'aujourd'hui, c'est un cercle vicieux. Comme on n'a pas d'outils, on ne réfléchit pas à une stratégie. Et mon ami Joseph Borrell s'arrache les cheveux parce que même quand c'est l'horreur à tel ou tel coin du monde, il faut avoir l'unanimité des 27 pays pour décider de l'horaire de la première réunion. Donc, je pense que soit on choisit l'impuissance, je le répète, soit on se donne les moyens d'une vraie autonomie en matière de diplomatie et de défense. Et après ça, sur la question du climat, si on fait la preuve qu'agir pour le climat, c'est une bonne nouvelle, qu'on a une capacité d'innovation, qu'on donne du pouvoir d'achat. L'autre jour, je voyais un monsieur qui vivait dans un logement social et qui dit depuis 3 ans, ça y est, on a isolé l'immeuble, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver,
et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Je gagne 800 € chaque année. Ben voilà. Donc, si on se donne les moyens qu'en Europe, au-delà du blabla, au-delà des beaux discours, du Green Deal et tout ça, du marketing, mais que ça devienne une réalité, tous ceux qui viendront aux Jeux Olympiques en 2024, si tous ceux qui viennent en Europe disent « Waouh, mais ça bouge !» Ils ont en même temps ils ont créé des postes de chercheurs pour stocker l'énergie, ils ont créé des postes de chercheurs pour une voiture qui consomme moins, pour un ordinateur qui consomme moins. Dans tous les villages de France, on voit qu'il y a une activité parce qu'ils sont en train d'isoler les maisons, on voit que les agriculteurs sont en train de changer de pratique. Et voilà, si on voit que ça marche en Europe, la meilleure preuve du pudding, c'est que ça se mange. Eh bien, la meilleure preuve que le climat, on peut gagner la bataille du climat, c'est qu'une zone le fasse, et pas seulement une petite expérience. Voilà. Et je pense qu'il peut y avoir un effet de domino. On parle souvent de l'effet de domino pour une catastrophe. Quand une banque fait faillite, on a peur que 3 banques fassent faillite. Mais l'effet de domino, si dans un monde où la Chine, comme les États-Unis, peuvent avoir un atterrissage très, très brutal, je ne vais pas y revenir, mais on va bien voir, je crains, les grandes limites du modèle qui a été mis en place depuis 40 ans, eh bien, je crois qu'il faut prouver qu'un autre modèle est possible, non pas le modèle soviétique, je crois qu'aucun de nous ne propose, mais quand Angela Merkel à la COP numéro 1, Angela Merkel qui accueille le premier sommet climat Berlin dit il faut dépasser l'économie sociale de marché pour créer une économie écologique de marché. Aujourd'hui, on a oublié l'économie sociale de marché. En fait, on est de moins en moins social dans tous nos pays et il faut une économie en même temps sociale et écologique. Et je fais la preuve, y compris, moi, je vois, quand j'organise, avant d'être député, j'avais même le dernier événement que j'ai fait sur le climat, il y avait en même temps Laurence Parisot, l'ancienne patronne de tous les patrons du MEDEF, Alain Juppé, qui m'avait appelé en disant « Monsieur Larouturou, j'ai lu votre livre pendant le week-end, je suis convaincu comment vous aider ». Il y avait en même temps Alain Juppé, le patron des syndicats européens, le conseiller climat, le pape François nous avait envoyé le conseiller climat depuis le Vatican. Je crois qu'un vrai projet, l'Europe est née avec le charbon et l'acier. J'ai commencé en citant Schuman, Adenauer, le 9 mai 50, l'Europe est née avec le charbon et l'acier. Elle pourrait renaître avec un vrai projet pour le climat et pour l'emploi et pour l'innovation. Et du coup, je pense qu'il y aura un effet de domino, le Japon, la Chine. La Chine, il y a plein de trucs catastrophiques en Chine, mais il y a une vraie aspiration des millions de Chinois à avoir un air moins pollué. La Chine, parce qu'ils ont marre de voir leurs enfants qui meurent de bronchiolite à l'hôpital. Donc je crois que si l'Europe fait les choses en grand, il peut y avoir un effet domino, y compris avoir des domaines de coopération. C'est Yitzhak Rabin qui disait qu'il fallait construire la paix comme s'il n'y avait pas les terroristes et lutter contre le terrorisme comme s'il n'y avait pas le processus de paix. Je pense qu'il faut que l'Europe montre qu'un autre modèle de développement est possible, y compris proposer des coopérations à la Chine ou à d'autres zones du monde, ce qui ne nous empêchera pas d'être fermes sur les prix en matière de droits de l'homme. Merci beaucoup, cher Pierre, c'est donc Henri Malos. Merci beaucoup, on va te libérer. Je crois que tu as montré une très grande détermination. C'est Jean Monnet qui disait « Je suis optimiste, pessimiste, je suis déterminé ». Et beaucoup de courage. Je rappelais, avant que tu interviennes, ta grève de la faim au Parlement européen, que moi j'ai beaucoup apprécié, parce que je pense que quand on a un mandat européen, il faut aller jusqu'au bout. Ce n'est pas simplement un mandat de confort, il faut montrer qu'on est prêt à aller jusqu'au bout pour faire passer ses idées. Ça, je trouve, c'est extrêmement courageux. L'association Jean Monnet est une association apolitique, elle est ouverte à toutes les opinions et tous les échanges, condition qu'on aille dans la voie d'une intégration européenne au service des citoyens, au service des peuples et au service des citoyens. Et puis, dernier élément, on va essayer, en relançant cette association, d'être dans le concret. Tu nous as dit très clairement sur quoi il fallait aller, sur des choses très concrètes. On va travailler sur le thème de la protection civile, d'un corps européen de protection civile, d'un corps européen de douaniers, les idées sur l'armée européenne, d'autres idées sur le budget, sur la fiscalité. Et on veut être les facilitateurs d'un dialogue entre les forces syndicales. On a ici une membre, Marina, qui travaille à la Confédération européenne des syndicats, d'autres à l'économie sociale, d'autres dans la presse, d'autres dans les entreprises. Donc on est très divers et tous ensemble, on veut être les facilitateurs concrets du progrès de construction européenne, parce que les grands discours sur le futur de l'Europe, le discours de la Sorbonne était très bon, mais l'essentiel c'est maintenant d'agir et pas de faire des discours. Donc merci beaucoup et merci de cette franchise. Merci à vous. Encore désolé de ne pas être avec vous et de ne pas pouvoir avoir les discussions informelles et de lier amitié. En principe, Jean Monnet, c'est aussi le fait qu'autour d'un verre de cognac, on se connaît et on devient amis. Voilà. Donc...